Alors, cet étal témoigne de la présence de ces plantes qu'on appelle des légumineuses. J'ai ici des haricots verts, des petits pois, des lentilles, des pois chiches, des haricots secs. De ces légumineuses qu'on appelle ordinairement des protéagineux, c'est-à-dire des plantes dont les graines sont riches en protéines. Cette richesse en protéines a été utilisée par l'homme à peu près partout où il a domestiqué des plantes. Et il y a toujours eu une complémentarité dans toutes les civilisations qui ont adopté l'agriculture entre des céréales, de l'amidon, donc des sucres, et des légumineuses, sources de protéines. Par exemple, en Amérique, c'est le maïs et le haricot. En Orient, c'est le riz et le soja. Et puis dans l'agriculture du Moyen-Orient, qui était l'agriculture médiévale européenne, on a les pois chiches et les fèves à côté de l'orge et du blé. Ainsi, ces plantes, ces légumineuses sont-elles importantes dans l'alimentation humaine? La question est de savoir pourquoi elles sont riches en protéines et nous allons découvrir que c'est dû à la présence de bactéries et que le métabolisme qui met en place les acides aminés qui permettent de faire ces protéines, ce métabolisme est une émergence dans l'interaction symbiotique entre les partenaires. Dès la fin du 19e siècle, les chercheurs avaient également cherché à comprendre une autre particularité des légumineuses qui est d'être des engrais verts, une particularité connue dès l'Antiquité qui veut qu'elles enrichissent le sol. Et à la fin du 19e, on avait compris qu'elles amenaient de l'azote au sol, là encore, parce qu'elles étaient capables de fabriquer des acides aminés qui ensuite, éventuellement, étaient libérés dans le sol et formaient engrais pour les autres plantes. À la fin du 19e siècle, dans les années 1880, ce que comprennent les agronomes allemands et français, c'est que ceci est dû à la présence de nodosités sur les racines. Aujourd'hui, pour voir ces nodosités, nous devons chercher des plantes comme des vesses ou des gesses, qui bien plus que les trèfles et les luzernes ont de très grosses nodosités. Nous devons les chercher dans un endroit plutôt pauvre, un sol pas trop riche, car sinon l'interaction se fait mal, car la plante trouve d'emblée l'azote toute seule dans le sol. Et on peut trouver un peu partout des vesses. Nous avons ici une vesse qui rampe sur la végétation et nous allons suivre sa souche jusqu'au sol. Pour prélever les nodosités, nous devons acter deux choses dans le sol. Il y a une stabilité mécanique qui fait que les organes sont souvent assez peu connectés entre eux, assez peu fermement connectés entre eux, donc il faudra être délicat. La deuxième, c'est que le sol est humide et donc les structures que nous allons retirer du sol, nous devons les protéger de la dessiccation d'emblée. Pour ceci, on prépare un sac en plastique et on va prendre toute la motte du sol à la base de la plante. Et on voit très bien déjà apparaître les racines colonisées, formant des renflements plus ou moins déformés, rosés, qu'on appelle les nodosités. Et maintenant, nous allons passer au laboratoire, observer ces nodosités. Alors le choix de nodosités de vesses ou de gesses permet d'avoir de très grosses nodosités dont on voit très bien qu'elles sont fixées ici sur la racine, dont elles sont un diverticule avec des zones claires qui sont des zones en division. Il y a là des méristèmes qui engendrent la nodosité et puis des zones rougeâtres qui sont colorées par une protéine sur le rôle de laquelle nous reviendrons, qui sont colorées par de l'hémoglobine. Alors sur cette coupe, qui est très facile à réaliser étant donné la taille de l'organe, on visualise très bien. D'abord les tissus protecteurs, le cortex qui entoure toute la nodosité, la racine qui la supportant se trouvant ici. D'autre part, au bout, une zone à cellules blanches, ce sont les cellules méristématiques qui engendrent par leur division la nodosité. Puis une zone rose, c'est là que sont situées d'une part une protéine qui donne la couleur rose, l'hémoglobine de légumineuse ou l'hémoglobine, et puis des bactéries que l'on appelle les rhizobiomes, et ce sont ces rhizobiomes qui synthétisent des acides aminés en permettant la fixation de l'azote atmosphérique sous forme de NH3, puis son assimilation sous forme d'acides aminés. Enfin, il y a une zone verdâtre qui est une zone de cellules sénescentes. Ces cellules sénescentes voient l'altération de l'hémoglobine et relâchent le fer qui est du fer ferreux, donc ont une couleur un peu verdâtre, celle du fer ferreux, le fer qui est
apparaît en rouge lorsqu'il est lié à l'hémoglobine. Enfin, dans la partie qui flanque intérieurement le cortex se trouvent des vaisseaux conducteurs qui desservent la nodosité. Ainsi, la nodosité a une structure très particulière. Il y a une zone de cellules sénescentes à sa base. Les faisceaux vasculaires sont périphériques, alors que dans une racine, ils sont normalement au milieu. En d'autres termes, la nodosité est un organe complètement original, formé dans l'association, qui n'est pas l'équivalent d'une racine. C'est une première modification des partenaires. Nous allons en voir une seconde en réalisant un frottis pour visualiser les bactéries qui sont présentes ici. Pour faire un frottis, il faut écraser avec le dos de l'ongle jusqu'à extraire le jus des nodosités. Puis on retire les éléments solides et on laisse sécher le jus obtenu. Lorsque la lame est sèche, l'étape suivante consiste à mettre de l'alcool absolu dessus de façon à fixer les échantillons sur la lame. Quand la lame est sèche, les débris fixés sont assez bien attachés pour procéder à la coloration, coloration au bleu de méthylène. On étale du bleu de méthylène sur la lame, qu'on laisse agir quelques instants, puis on rince à l'eau distillée la lame pour éviter une coloration trop excessive. Donc on peut maintenant observer au 40 ce frottis. On voit très bien d'une part des grains d'amidon qui nous rappellent que beaucoup de photosynthétas arrivent dans la nodosité, ils sont blancs et ronds, et on voit des bâtonnets parfois ramifiés, parfois en Y, des bâtonnets qui sont en fait les bactéries. Alors ces bactéries sont très grosses, elles ont une forme modifiée. C'est l'intérêt d'avoir choisi des GES et des VES, c'est qu'effectivement ici la forme de la bactérie est modifiée et est plus visible. Au passage, ces bactéries modifiées, ces rhizobiums dont la forme est modifiée par la symbiose, on les appelle des bactéroïdes pour marquer cette modification. Et ces bactéroïdes sont ici très visibles. Et ils nous récapitulent une modification réciproque des deux partenaires par la symbiose, puisque la forme de la nodosité et la forme du bactéroïde sont spécifiques. Dans ce cas, la raison pour laquelle les bactéroïdes sont très gros est qu'ils ne se divisent plus. On sait que les VES et les GES émettent des petits peptides qui rentrent dans les bactéries et bloquent leur machine de division, provoquant leur hypertrophie et les formes particulières qu'ils affectent. Mais alors maintenant, se pose le problème de savoir comment fonctionne cette association entre ces bactéroïdes et les cellules de nodosité qui les contiennent. Alors maintenant que nous avons vu la présence de ces micro-organismes, de ces rhizobiomes au cœur des cellules des nodosités, comment marche l'association? D'un point de vue formel, la plante exploite le CO2 de l'atmosphère pour produire des photosynthétas qui vont servir à nourrir les bactéries qui sont au cœur de ces cellules. D'un autre côté, les bactéries exploitent l'azote atmosphérique, le transforment en acide aminé dont une partie sert à nourrir la plante. Formellement, les propriétaires associent leurs propriétés. Mais quand on regarde de plus près, la fixation de l'azote ne se réalise pas aussi simplement. Les molécules de l'alimentation des deux partenaires arrivent par le phloème, servent à produire des corps en C4 qui vont nourrir les bactéries qui sont entourées par la membrane péribactéroïde, une membrane de séquestration mise en place lorsqu'elles sont rentrées dans les cellules. Ces corps en C4 servent au catabolisme et servent notamment dans une chaîne à produire des électrons qui, dans une chaîne respiratoire, qui est exactement la même que dans celle de la mitochondrie et qui se trouve dans la membrane de la bactérie intracellulaire, cette chaîne respiratoire va permettre de fabriquer de l'ATP. Elle produit finalement de l'eau en utilisant l'oxygène atmosphérique comme accepteur final d'électrons. En d'autres termes, le métabolisme coûteux de fixation de l'azote est entretenu par respiration et nécessite donc de l'oxygène. Il permet d'alimenter la nitrogénase, l'enzyme qui transforme l'azote atmosphérique en ammonium, qui va servir à réaliser des acides aminés
pour la bactérie et pour l'hôte. Mais cette nitrogénase ne supporte absolument pas l'oxygène, en sorte qu'il faut à la fois de l'oxygène pour la respiration, mais pas d'oxygène pour la fixation de l'azote. Comment ce paradoxe est-il résolu? L'hémoglobine, dont nous avons parlé précédemment, qui représente 15 à 25% des protéines nodulaires, se trouve située entre la membrane de séquestration et la membrane de la bactérie. Elle séquestre l'oxygène de telle sorte que cet oxygène ne peut pas rentrer dans la cellule, mais reste disponible pour la chaîne respiratoire. Ainsi, l'oxygène lié peut-il être relargué pour les besoins de la respiration, ce qui donne de l'eau, mais l'oxygène ne rentre plus et ne peut pas oxyder la nitrogénase. En d'autres termes, on a créé un micro-environnement grâce à cette hémoglobine, un micro-environnement qui va permettre à la nitrogénase de fonctionner et à la respiration de se faire, qui va donc permettre une fixation de l'azote qui n'est pas possible lorsque le rhizobium est seul et qui est une propriété émergente de l'association. Cette propriété donc apparaît lorsque les rhizobiums sont dans la plante et cette fixation est produite à la fois par cette perfusion de photosynthéta qui arrive au rhizobium. C'est quand même 15 à 30% des photosynthétas de la plante qui finissent dans les nodosités et par le micro-environnement créé par l'hémoglobine. Un dernier problème est de savoir, quand on voit les coûts pour les partenaires, les pertes d'azote pour la bactérie et le coût photosynthétique pour la plante, on peut s'interroger à savoir qu'est-ce qui stabilise cette interaction qui est coûteuse pour les partenaires. Notons au passage que le coût en photosynthéta pour la plante explique pourquoi toutes les plantes n'ont pas de nodosité. Clairement, ces nodosités permettent de s'alimenter en azote, mais à un coût extrêmement élevé en carbone, ce qui fait que la stratégie qui consiste à avoir moins d'azote, mais donner moins de carbone à l'association, cette stratégie est également sélectionnée. En quelque sorte, il y a un polymorphisme qui existe ici, parce que ne pas fixer l'azote, c'est économiser le carbone. Mais revenons à notre problème. On a effectivement une situation dans laquelle la plante pourrait économiser des sucres en n'en donnant pas aux bactéries, et la bactérie pourrait économiser de l'azote en n'en donnant pas à la plante. Alors, disons d'emblée que la plante n'a pas le choix. Si elle veut que la bactérie fonctionne, comme la bactérie est au cœur des cellules, il faut absolument que la plante lui fournisse des sucres. Mais la bactérie, elle, pourrait très bien garder pour elle l'azote. Comment l'interaction, dans ces conditions, est-elle contrainte du point de vue du fonctionnement de la bactérie? La réponse provient d'expériences qui ont consisté à empêcher certaines bactéries de fixer l'azote et donc à les empêcher d'en donner à la plante. Sur ce système racinaire, on voit très bien que certaines nodosités sont en présence d'une atmosphère normale, tandis que d'autres sont dans des petites capsules où l'air a été modifié. C'est un air où on a remplacé l'azote par de l'argon. Ainsi, ces nodosités, bien qu'étant habitées par les mêmes bactéries que les nodosités qui sont à l'extérieur, ces nodosités ne peuvent pas fixer l'azote. Elles ne peuvent donc pas en donner à la plante. On a donc des nodosités où la bactérie ne coopère pas avec la plante et d'autres où elle coopère avec la plante. Eh bien, ce dont on s'aperçoit au bout d'un certain temps, c'est que le nombre de bactéries en millions par nodosité, ce nombre est beaucoup moins grand dans les nodosités sans azote que dans les nodosités en présence d'azote. En d'autres termes, quand la plante ne reçoit pas d'azote fixé, quand la plante alimente des nodosités non fonctionnelles, elle sanctionne les bactéries en empêchant leur développement et ceci va limiter le développement et aussi le succès évolutif des bactéries qui ne coopèrent pas. Il y a donc un dispositif que l'on appelle un dispositif de sanction et qui permet du côté de la plante de stabiliser l'interaction. Mais si les plantes sont capables d'une réponse physiologique de sanction, c'est sans doute qu'elles ont été confrontées dans leur histoire évolutive à des bactéries qui rentraient dans les nodosités sans fixer l'azote. Ainsi, la sanction a sans doute évolué sous l'effet de la présence de bactéries, j'allais dire indésirables, tandis que d'un autre côté, la sanction sélectionne des bactéries, nourrit plus les bactéries qui coopèrent. On est ici sur un processus de coévolution où les partenaires sélectionnent réciproquement des caractéristiques qui vont stabiliser chez l'un et chez l'autre le mutualisme.
Alors nous terminons cette séquence à côté de lupin qui nous rappelle la production de graines protéagineuses et de genêt d'Espagne, le Spartium jonceum qui nous rappelle l'utilisation de ces plantes comme fixateur d'azote pour enrichir les sols. Ce que nous avons montré, c'est que cette propriété d'engrais verts ou de plantes protéagineuses, cette richesse en azote de ces végétaux, repose en fait sur une symbiose et la présence de bactéries, les rhizobiums, qui fixent l'azote atmosphérique au fond des cellules. Mais cette fixation n'est possible qu'au fond des cellules, avec l'aide de la lég-hémoglobine de la plante qui régule l'apport d'oxygène et l'apport de photosynthéta de la plante. En d'autres termes, cette fixation de l'azote, cette propriété d'engrais vert ou cette richesse en azote dans l'alimentation sont des propriétés émergentes de l'association.